Les Romains de la fin de la République et du début de l'Empire passent volontiers à nos yeux pour des débauchés. Les règles morales de l'époque étaient différentes des nôtres, mais elles existaient et pouvaient être parfois très strictes. C'est pourquoi l'accusation de débauche est totalement infondée. Quelles sont donc les règles morales qui régissent la vie des citoyens? Le Romain de cette époque est un sensuel. Il aime toucher l'autre, l'embrasser. Il ne s'agit pas d'un baiser amoureux comme celui qu'il peut donner à son épouse, ou mieux encore le doux baiser qu'il donne à une prostituée ou à une femme dont il est amoureux. Il s'agit de ce signe de reconnaissance de classe hérité des cours orientales qui, avec le temps, est devenu une marque de politesse. C'est un baiser sur la bouche qui n'a rien d'érotique. La passion, elle, s'exprime de façon beaucoup plus violente. On pense au jeune Octave qui a eu un coup de foudre pour celle qu'il va épouser, Livie, future impératrice, âgée de 19 ans, mariée à Tiberius Nero, déjà mère de Tibère et enceinte de son deuxième fils. Cela n'a pas empêché le nouveau maître de Rome de ne pouvoir se contenter, lors d'un banquet auquel il assistait, d'être assis à côté d'elle. En plein milieu du repas, Octave s'est levé et a ordonné à Livie de le suivre dans une petite chambre attenante où ils restèrent quelques instants. Quand ils reparurent, Livie était très rouge et sa chevelure était en désordre. Octave donna l'ordre à son mari Tiberius de divorcer et décida d'emmener Livie chez lui pour l'épouser. Quand elle mit au monde Drusus, 2 ou 3 mois plus tard, les Romains se gaussèrent de ce que leur nouveau maître était si puissant qu'il pouvait déjà être père en si peu de temps. Selon les règles de la morale romaine, l'homme doit toujours rester le maître. Il a une épouse, mais il peut prendre son plaisir avec qui il veut, homme ou femme, ou enfant des deux sexes, à la seule condition que ceux-ci soient des esclaves. Pas de relation avec une femme libre. À Rome, la sexualité est une question de statut. L'homme domine. Même dans un rapport homosexuel avec un esclave, il doit rester actif. La passivité est condamnable et condamnée. C'est le partenaire qui doit lui procurer du plaisir. Le fellator est un homme soumis qui devient l'objet de toutes les moqueries. La passivité sexuelle est ce que l'on appelle impudicitia. Et comme le dit Sénèque, l'impudicitia chez un homme libre est un crime, chez un esclave une obligation, chez un affranchi un service. La femme, elle, doit s'interdire l'adultère. En effet, les Romains considéraient que celui-ci était une souillure du corps. La femme est en effet celle qui reçoit, l'homme celui qui donne. En conséquence, l'homme n'est jamais souillé, la femme si. Or, la pureté du sang est indispensable pour avoir un héritier. Dans les temps anciens, le vin était même interdit aux femmes, parce que l'on considérait qu'il était semblable au sang, donc en buvant, la femme se trouvait souillée. L'amant surpris avec une femme est puni par le mari, et ça pouvait aller jusqu'à la mort, même si à l'époque d'Auguste, ce n'était plus le cas, et l'empereur trouvait d'ailleurs que les maris étaient trop indulgents. Et la femme se trouvait alors répudiée. En fait, le Romain n'est pas seulement un sensuel, il est aussi un coureur. S'il fallait définir en 3 mots qui n'existaient pas à son époque et qui ne voudraient rien dire, il faudrait traiter le Romain de machiste, de misogyne et de pédophile. Mais ceux qui ne respectaient pas la règle tombaient sous le coup de la loi, et il y en eut plusieurs, dont un édit contre les coureurs au IIe siècle avant notre ère, quand ils avaient des relations sexuelles avec des femmes ou des enfants de naissance libre. Les règles ne sont pas les mêmes selon les civilisations et selon les époques. Et il est dangereux que chacun tienne celle de son temps pour des vérités universelles. La prostitution, sans être recommandée, était considérée comme jouant un rôle social non négligeable. Elle pouvait empêcher précisément les hommes d'enfreindre la loi. D'ailleurs, toute matrone pouvait aller se déclarer prostituée et exercer le métier en revêtant le manteau jaune-brun qui qualifiait sa situation. Cette prostitution s'exerçait en réalité un peu partout.
mais pas seulement dans les lupanars officiellement dédiés à cette activité. Prenons l'exemple de Pompéi. Selon les archéologues, et c'est amusant, il aura existé entre 1 et 35 lupanars, même si l'on connaît surtout celui qui se visite et qui était tenu par Africanus Elitor. Les fouilles ont montré que, par exemple, dans les termes dits du plaisir, près de la porte marine à Pompéi, de petites chambres situées au premier étage offraient un divertissement bienvenu aux Pompéiens requinqués par les bienfaits du bain. Mais le redoutable et redouté censeur Caton, en 184 avant notre ère, lui-même ne condamnait pas la prostitution. Un jour, alors qu'un tout jeune homme sortait d'un lupanar situé au Forum, il eut le malheur de tomber sur le censeur Caton. Il devint tout rouge et le censeur, contrairement à ce qu'il craignait, ne lui fit pas de reproche. Il le félicita même d'avoir eu la sagesse d'aller vider ses ardeurs au lupanar plutôt que de déshonorer une honnête matrone. Le lendemain, au même endroit, le jeune homme ressort du même lupanar et tombe à nouveau, malheureusement, sur Caton, lequel le regarde et lui dit « Oui, hier, je t'ai dit que je ne te reprochais pas de fréquenter le lupanar, mais je ne t'ai pas dit d'y habiter. » Autre anecdote qui montre que l'homosexualité n'était pas acceptée entre personnes de condition libre. C'est l'histoire du neveu de Marius, le grand général Marius. Le neveu était donc officier dans l'armée de son oncle, et il était très attiré par quelques-uns des beaux soldats sur lesquels il avait tout pouvoir. Un jour, il demanda à l'un d'eux, sous un prétexte militaire, bien entendu, de le suivre sous sa tente. Et après avoir réglé cette question, disons, professionnelle, il aborda un domaine beaucoup moins protocolaire. Alors, le jeune homme, le jeune soldat, voulut se défendre et il se saisit d'une épée et tua son officier, le neveu de Marius. Grand émoi évidemment dans le camp, Marius était absent à ce moment-là, et l'on se demanda évidemment comment le général allait à son retour pouvoir réagir. Personne ne voulait prendre la défense du garçon. Lorsque Marius revint et qu'il fut informé de la mort tragique de son neveu, le tribunal militaire se réunit, le garçon comparut et tout seul se défendit en expliquant les raisons de son geste. Alors, Marius ne le condamna pas et au contraire le félicita d'avoir défendu son honneur. On voit la différence entre Rome et la Grèce au sujet de la pédérastie avec des enfants de citoyens. En Grèce, il s'agissait d'un rite d'initiation sociale, de passage à l'âge adulte en quelque sorte, un acte éducatif qui fait de l'enfant un homme et un guerrier. À Rome, la pédérastie n'est possible qu'avec un enfant esclave. La morale est donc différente. Il n'empêche que la bisexualité à Rome était bien réelle, comme en témoignent les poètes Horace, Catulle, Tibulle, etc. Seuls certains, comme Virgile, étaient uniquement homosexuels, ou totalement hétérosexuels, comme l'empereur Claude, par exemple. Mais généralement, les Romains étaient bisexuels. En dehors des règles, cependant, la loi s'applique. À Rome, la sexualité est joyeuse et non honteuse, comme plus tard avec le christianisme. Le Romain n'a pas de tabou. On montre l'acte amoureux sur les peintures, qui peuvent d'ailleurs avoir un rôle didactique, et on en parle sans détour. On affiche le fascinus, le phallus, à valeur apotropaïque, comme le jour des Liberalia pour le passage des adolescents à l'âge d'homme. Ce jour-là, le 17 mars, ceux qui allaient devenir des citoyens et allaient s'inscrire au Capitole sur la liste des citoyens formaient une grande procession
et accompagnait un énorme phallus qui symbolisait l'éloignement du mauvais œil et en quelque sorte les protéger. Très curieusement, je fais une courte parenthèse pour signaler que j'ai vu une scène tout à fait semblable, et donc absolument pas obscène, au Japon, dans les Alpes japonaises, pour la protection des champs de riz, où, lors de la fête annuelle, j'ai pu voir des matrones, des femmes japonaises tout à fait honorables, en kimono, accompagner un énorme phallus rose bonbon, fait en carton-pâte, en faisant le tour des champs de riz pour assurer la protection et la bonne réalisation de la moisson. On voit donc que ces coutumes sont ancestrales et remontent très très loin dans la mentalité humaine et peuvent se trouver dans différentes civilisations. Mais revenons à Rome. Et donc à Rome, on n'a pas peur de parler de l'amour, mais on ne fait pas l'amour en public. Comme le dit Ovide, chacun d'entre nous y prend part, mais chacun veut le faire en secret. Pourtant, le Romain n'a pas honte de son corps. Il est pudique, mais pas pudibond. Faire l'amour en plein jour, ou la lampe allumée, est l'œuvre d'un débauché. Comme Ovide avec Carine, je cite, « Une jeune femme n'est jamais assez nue sur un lit, dit le poète Martial, qui se plaint que sa femme refuse ses caresses et le matin l'embrasse comme, dit-il, elle a coutume d'embrasser sa grand-mère. » Le Romain aime le rite du dévoilement du corps. On remarque que, sur les peintures, une femme n'est jamais montrée totalement nue. La figure la plus courante pour représenter l'amour est celle de l'ecus eroticus, car l'homme peut ainsi prendre plaisir à voir le corps de la femme en même temps que celle-ci excite le plaisir sexuel de son partenaire. Car c'est la femme qui procure à l'homme son plaisir. C'est la norme. Et la vue est très importante pour le Romain. Disons-le, le Romain est un voyeur. C'est pourquoi la séduction est souvent théâtralisée. Comme le conseille Ovide, il faut que la femme se montre dans la position qui lui est la plus avantageuse. Il existe aussi une rhétorique du sexe au service de l'homme, qui se double parfois de fétichisme. Vous connaissez peut-être l'exemple de Vitellius, futur empereur, qui conservait sous sa toge le soulier droit de Messaline, et qui le portait de temps à autre à son nez et l'embrassait avec ferveur. Le regard acquiert donc une importance primordiale dans le rapport entre deux corps, peut-être à cause du tabou de la lumière, justement. Écoutons Ovide, en présence de Corinne, en plein après-midi. Il lui arrache son vêtement et admire sa nudité. Je cite, « Comme la forme de ses seins prêtait aux caresses. Sous cette poitrine sans défaut, quel ventre lisse, quelles hanches abondantes et belles, quelle jeunesse dans la jambe. Mais pourquoi entrer dans tous les détails? Je ne vis rien qui ne méritait d'être loué, et nue je la pris contre moi. Qui ne sait le reste? » De tous les organes de la sensualité, la bouche est sans doute le plus important. C'est celui de la liberté qui assure la parole de l'orateur, celui qui établit le lien physique par le baiser, celui qui assure la survie du corps par l'absorption de la nourriture, celui par lequel se réalise la soumission dans la sexualité orale, celui qui envoie des insultes, c'est-à-dire aussi bien l'organe de la parole qui grandit l'homme de celui d'une dégradation et d'une déviance du citoyen qui oublie qu'il est civilisé. Le Romain est un bavard, nous l'avons dit. Il aime particulièrement railler, être caustique. Rome est une ville médisante et le peuple un tribunal redoutable. Les insultes fusent à chaque instant. Chien, rat, charogne, renard mouillé, tête d'oignon frisé. Mais ce ne sont là que des mots doux à côté des injures à caractère sexuel dont on abreuve son pire ennemi et en plein forum et que je ne vous livrerai qu'en latin, irrumo, paedico, même si le deuxième est encore toujours très à la mode. Ce goût du sarcasme se développe particulièrement dans la rue,
qui devient le lieu du procès de toutes les turpitudes. Et s'il s'agit d'un homme politique honni, la foule n'hésite pas à lui faire un bout de conduite dès qu'il met le pied hors de chez lui, en l'assommant d'insultes jusqu'à ce qu'il déménage. Ça s'appelle un convicium, ou en chantant de ces petites chansons populaires, comme on savait très bien en faire chez nous au XVIIIe siècle. La littérature relate toutes ces clabauderies, notamment chez les poètes comme Catulle. La bouche est donc bien l'organe des extrêmes, puisqu'elle est l'instrument de la parole maîtrisée de l'orateur, en même temps que celui de l'obscénité, souvent sexuelle, qui ravale le débauché au rang d'animal. Ainsi va la société romaine, ainsi va notre citoyen, ni plus grand ni moins vil que ce que nous sommes sans doute, mais avec des valeurs bien différentes des nôtres, offrant à notre réflexion de beaux exemples de l'humanité souffrante, en même temps qu'un exotisme des paysans. L'occasion pour nous de nous exercer à ne pas faire de comparaisons hâtives, ni surtout à porter de jugement de valeur.